Bonjour, je m'appelle Stéphane Gillet. Certains d'entre vous me connaissent déjà. C'est aujourd'hui en tant qu'historien et diplômé de sciences politiques que je vous parle des événements de mai 1968. En mai, fais ce qu'il te plaît. Et il semble que les étudiants et les syndicats ouvriers du printemps 1968 n'aient pas failli à cet adage. Certains se sont exprimés de façon violente, radicale, âgés de pavés, lors des manifestations, avec des barricades. Les barricades ferment la rue mais ouvrent la voie. D'autres se sont exprimés de façon plus pacifique dans la mouvance des mouvements non violents avec le fameux slogan « Peace and Love ». Alors, de quoi s'agit-il avec mai 68? C'est d'abord un mouvement qui s'intègre dans un contexte économique. Nous sommes à l'apogée des 30 Glorieuses, c'est-à-dire une période de plein emploi, une période de richesse, d'opulence, pendant 28 ans, les 28 années que décrit l'économiste Fourastier, mais une période de confort qui a ses revers, qui connaît ses limites. Et justement, en mai 1968, nous arrivons à une période où la France compte déjà 500 000 chômeurs. C'est la création de la NPE et c'est aussi l'apparition, la perduration de bidonvilles à Nanterre, sous les yeux des étudiants directement, ce qui fera naître des slogans comme « pas de bidonville, pas de ville bidon ». Qu'en est-il sur le plan politique? Eh bien, nous sommes sous la Ve République. Depuis 1958, le général de Gaulle est au pouvoir, mais l'opinion publique accepte mal sa rigidité, son intolérance, son esprit rigoureusement militaire, malgré les concessions qu'il semble fournir avec l'adoption des référendums, par exemple. Les conditions d'accession au pouvoir de Gaulle sont controversées. On parle du coup d'État permanent. Il est arrivé dans une période où il n'y avait pas beaucoup d'autres issues. Et c'est un certain paternalisme politique que critiquent les mouvements de l'époque. C'est aussi l'impérialisme américain qui va être mis à bas, et en particulier la guerre du Vietnam. Tous ces facteurs font que des événements particuliers vont se déclencher en France, qui se situent entre le mois de mars, le 22 mars, et la fin du mois de juin, en vérité. Quelle est la chronologie de ces événements? Rapidement, tout commence le 22 mars 1968, c'est-à-dire que le 22 mars, le fameux mouvement du 22 mars, composé d'étudiants de Nanterre, tente d'occuper les locaux, la salle du conseil de l'université, pour protester contre l'arrestation, quelques jours plus tôt, d'étudiants qui s'étaient opposés aux événements de la guerre du Vietnam. Quelques jours plus tard, les mêmes étudiants du mouvement du 22 mars décident d'organiser une journée anticapitaliste de nouveau à Nanterre. Or, le recteur de l'université, sachant que des groupements d'extrême droite veulent s'interposer, ils veulent venir se battre contre les gauchistes de tous bords, maoïstes, trotskistes, etc., des mouvements estudiantins de Nanterre, le recteur décide de fermer l'université de Nanterre. Nos étudiants qui ne peuvent pas protester décident de se rendre à la Sorbonne, et c'est la fameuse occupation de la cour de la Sorbonne, parmi lesquels certains vont se dénoter, Daniel Cohn-Bendit, mais d'autres encore. Les CRS vont rentrer dans la Sorbonne et expulser les étudiants qui séjournent de façon illégale. Les événements vont se poursuivre, c'est-à-dire que le 6 mai, Daniel Cohn-Bendit, d'autres, Serge July, etc., vont se retrouver en conseil de discipline de Nanterre
Par solidarité, certains professeurs se joignent à eux. Ce mouvement va dégénérer quelques jours plus tard, ça va être le 10 mai. Les manifestations du 10 mai, c'est la première fameuse nuit des barricades, très violente, avec plusieurs centaines de blessés, à la fois du côté des CRS, mais aussi du côté des manifestants. Une nuit durant laquelle 67 voitures vont être incendiées. Le matin, les Parisiens découvrent un véritable champ de bataille dans le quartier latin. C'est le début d'une prise de conscience de besoin de cohésion entre les mouvements protestataires étudiants et également les mouvements protestataires ouvriers. Les gauchistes rêvent même d'une union symbolique entre les deux, que les mouvements ouvriers vont en réalité refuser, se méfiant de ces étudiants incontrôlables et avec des velléités puériles, des rêves irréalistes. Le 13 mai a eu lieu cette fameuse grande manifestation, une énorme manifestation qu'on n'avait plus vue depuis le Front populaire en si grand nombre. Une manifestation qui, selon les estimations réalistes, compte environ 500 000 manifestants. Une manifestation qui, on l'espère, va galvaniser les foules de façon contrôlée, mais qui en réalité va connaître des débordements, c'est-à-dire que la grève ne s'arrête pas ce 13 mai. Tous ces grévistes, ouvriers, employés, étudiants, lycéens et bien d'autres de tous bords décident spontanément de lancer ce qui va être la plus grande grève sauvage de l'histoire de France du XXe siècle. Le lendemain et les jours qui suivent, la France est bloquée, la France est véritablement paralysée. Il n'y a plus de prélèvement d'ordures, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de transport public, la radio est absente, la télévision ne fonctionne plus. C'est un véritable chaos qui règne dans la capitale. On se demande comment on va sortir de cette impasse. Le 27 mai 1968 sont présentés les accords de Grenelle, dans lesquels le patronat et le gouvernement ont l'impression d'un commun accord avec les syndicats de faire des concessions aux ouvriers. Le salaire minimum est augmenté de 35%. Les grèves vont être payées à la moitié du salaire. Ce sont des concessions énormes faites aux ouvriers. Et pourtant, lorsque le secrétaire général de la CGT propose ces réformes aux usines Renault de Billancourt, c'est un tollé. Les ouvriers ne les acceptent pas. Une grande surprise pour la CGT, mais également pour le PC. Le PCF, marxiste-léniniste, lui, refuse l'association avec les étudiants qui se rendent aux usines de Boulogne-Billancourt pour discuter. Et les jours suivants, la manifestation des usines, la manifestation de la rue, va s'étendre non seulement à toute la France, mais à tous les types de structures professionnelles. On va compter plus de 10 millions de salariés empêchés de travailler ou décidant de ne pas travailler eux-mêmes. C'est un blocage qui va faire douter le gouvernement. Le gouvernement dirigé par Georges Pompidou à l'époque, c'est son secrétaire d'État, le jeune Jacques Chirac, qui va se rendre aux négociations avec les syndicalistes pour les accords de Grenelle. Il portera un revolver sur lui, tellement il redoute que les événements tournent mal. Mais Georges Pompidou adopte une tactique face à ces événements, c'est-à-dire laisser les mouvements s'essouffler d'eux-mêmes en espérant que les Français seront lassés de ces manifestations incontrôlables qui paralysent le pays et qui gênent tout le monde, qui gênent l'économie générale, alors que le président
le général de Gaulle a une attitude bien plus radicale face aux événements, qu'il qualifie dès le 19 mai de chien-lit, c'est-à-dire le chaos, l'anarchie totale. Alors, c'est Pompidou qui a accepté que les étudiants reviennent à la Sorbonne et que les CRS sortent des locaux de l'université. Cette attitude va être relayée par le général qui propose un référendum sur les événements. Or, cette tactique tombe à plat. Ça ne fonctionne pas. On va avoir un moment étonnant dans l'histoire de la Ve République. Le 29 mai, la présidence est en vacances. Le président de la Ve République disparaît. On ne sait pas où il est. Il a indiqué qu'il s'envolait pour Colombey, mais pendant 24 heures, il est injoignable. Alors où est-il? Nous le savons rétrospectivement, le général de Gaulle est parti en hélicoptère à Baden-Baden, en Allemagne, là où stationnent les troupes du général Massu, le commandant en chef des armées, et également un ancien compagnon de lutte du général de Gaulle. Quelle était l'intention du général de Gaulle? Ce n'est pas clair. Peut-être souhaitait-il connaître l'état des forces armées en cas de besoin, ce qui n'était souhaité par personne à l'époque. Peut-être a-t-il douté simplement et souhaité quitter le pouvoir. Certainement les deux à la fois. Et dans ses mémoires, il avouera qu'il a, dans ce passage à vide, imaginé quitter le pouvoir, mais que face au risque de débordement et d'anarchie en France, encore une fois, il a préféré donner de sa personne et revenir aux premières loges. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, de façon ferme, déclarer devant l'opinion publique, par la voie de la télévision, que les mouvements doivent cesser, que si il continue, il pourra intervenir dans le cadre de l'article numéro 6 de la Constitution, c'est-à-dire l'attribution des pleins pouvoirs et le maintien de l'ordre par les forces de l'ordre. Déjà, des chars se rapprochent de Paris. Le général déclare la dissolution de l'Assemblée nationale et il promet également que son Premier ministre restera au pouvoir pour montrer un gouvernement fort et cohérent. Le même jour, c'est-à-dire le 30 mai 1968, une énorme manifestation est organisée dans les rues de Paris en descendant les Champs-Élysées avec à sa tête Malraux, Debré, qui, comme 500 000 autres manifestants et surtout l'appui de l'ensemble des Français, décide l'arrêt des grèves pour que la France et son économie puissent reprendre un cours normal. Les résultats seront spectaculaires. À la fin du mois de juin, l'Assemblée nationale va regrouper une majorité gaulliste, une majorité absolue qui n'avait pas été le cas dans les 10 années précédentes. Et dans les jours qui suivent cette décision, la France va reprendre le cours normal des choses, l'essence revient, les magasins sont ravitaillés de nouveau, les rues sont nettoyées. Lors du référendum de 1969, De Gaulle se soumettra, il se démettra, c'est-à-dire qu'il quittera son poste, après avoir, malgré ses promesses, pris congé de Georges Pompidou, puisque c'est Maurice Couve de Murville qui va devenir Premier ministre. Mais les Français ont tiré des leçons de cette période agitée et ont vu en Georges Pompidou la personne qu'il fallait face aux troubles sociaux. C'est donc Georges Pompidou qui va, sans surprise, être élu président à partir de 1969. Alors les présidents suivants essaieront de redonner de l'espoir malgré ce qu'on appelle l'ère du vide, qui qualifie une France sans ambition, sans
projet. Lorsque Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre de Georges Pompidou, voudra réaliser son projet de nouvelle société, c'est-à-dire sur des aspirations de mai 68, il se heurtera au très fort conservatisme de Georges Pompidou. C'est finalement des acquis qui vont être réutilisés avec Giscard d'Estaing. On verra la loi favorisant l'avortement pour un plus grand sens des revendications féministes. Et puis encore Mitterrand en 1981, lorsqu'il parle de sa nouvelle société qui offre plus de qualité de vie, ce sont des acquis purement 68ards. Alors que se passe-t-il dans le reste du monde? Mai 68, c'est un événement absolument international, absolument mondial, global. Aux États-Unis, c'est le Summer of Love. Déjà en 1967, à San Francisco, c'est la naissance des hippies pour protester contre le capitalisme, l'impérialisme américain avec la guerre du Vietnam, avec la société de surconsommation, c'est l'anticonsumérisme. Des concerts sont organisés, un nouveau style de vie apparaît avec certains leaders. Jane Fonda se dénote à cette époque. C'est aussi d'autres pays qui sont concernés, l'Italie avec son mai rampant, l'Allemagne qui connaît des affrontements d'étudiants socialistes contre les forces de l'ordre du côté occidental du mur. De l'autre côté du mur également, c'est le fameux printemps de Prague, des événements violents, des événements contestataires également au Japon, au Mexique, avec le massacre des étudiants qui se sont réunis sur une place pour protester, massacrés par l'armée, et puis d'autres pays qui montrent une face révolutionnaire qui a des leaders tels que Che Guevara, mais aussi Ho Chi Minh et puis Castro. Ce sont des alternatives que l'on pense probables, possibles de la part des étudiants et des intellectuels. On veut plus de partage, plus de collégialité. La jeunesse pense que, avec ces intervenants jeunes, par exemple la jeune garde chinoise, leur jeunesse à eux permettent d'avoir plus de poids, permettent d'avoir un rôle décisif dans les décisions du monde. Donc c'est un changement catégorique par rapport aux décennies précédentes d'une société paternaliste où il faut être plutôt âgé pour avoir son mot à dire. Mai 68, c'est aussi, en dehors d'un contexte politique, économique et d'une chronologie intéressante, c'est aussi une véritable révolution culturelle. En mai 68, je l'ai évoqué, les langues se délient. C'est-à-dire que de nombreux débats vont s'ouvrir dans toutes ces formes, avec tout type de personnes. On peut rencontrer la ménagère du quartier qui décide de parler avec un élu local, et puis un syndicaliste délégué des usines de Flins ou de Sochaux va décider de se mettre à la discussion. Les débats peuvent s'amplifier avec des étudiants gauchistes venus de banlieue ou bien des étudiants d'extrême droite, voire des royalistes venus de Neuilly. À cela s'ajoutent quelques personnalités, des acteurs, Sami Frey, Michel Piccoli. Et les endroits, certains sont emblématiques. C'est par exemple le théâtre de l'Odéon que vous pouvez voir derrière moi, décoré de l'extérieur. L'Odéon est ouvert. Ça peut être aussi simplement des débats dans la rue avec des intellectuels, avec des gens plus ordinaires. C'est une époque où les débats, les discussions vont prendre des tournures extrêmement intéressantes. En témoignent de nombreux slogans de l'époque. À titre des plus connus, « Sous les pavés, la plage ». Ce slogan, écrit sur un bout de table dans un café lors des manifestations, est symptomatique.
En effet, sous le bitume se trouvent des pavés. Les pavés, c'est la grisaille, c'est aussi un instrument de lutte, de pouvoir. Et lorsqu'on les enlève, on va trouver le sable. Le sable, c'est cet exotisme, c'est cette nécessité d'un ailleurs, d'un monde meilleur, d'un monde plus beau, un retour à la nature. Ça sera un thème régulièrement pris. Le bonheur est dans le pré sera le titre d'un film à succès qui reprend la même philosophie, la même image. Mais attention, lorsqu'on est à la plage, on n'est pas en Grèce. Un autre slogan dit « Inutile de partir en Grèce, nous y sommes déjà ». Et oui, on fait allusion à la dictature des colonels en Grèce au même moment. Autre slogan, ne changeons pas d'employeur, changeons l'emploi de la vie. Nous sommes là dans des slogans, il y en a des dizaines, qui tiennent plutôt d'un romantisme, d'une autre façon de voir la vie. Et il n'y a pas de chemin vers le bonheur, mais le bonheur, c'est le chemin. La vie, c'est l'action, c'est la jeunesse, c'est le printemps, nous y sommes. D'autres slogans évoquent d'autres termes. Ne prenez plus l'ascenseur, prenez le pouvoir. Nous sommes au centre du pouvoir, un pouvoir qui appartient aux travailleurs, un pouvoir qui appartient aux étudiants. Les murs avaient des oreilles, et bien maintenant les murs ont le pouvoir. C'est le cas avec tous ces graffitis, mais aussi toute la créativité pictorale de l'époque. Chacun est libre d'être libre. Nous sommes ici dans le courant libertaire, anarchique, anarchiste, contestataire, que l'on retrouve régulièrement avec les extrêmes de la gauche, les extrêmes droites, lors des grandes manifestations. Et lors du 1er mai, il n'est pas rare de subir des interventions de l'extrême gauche européenne qui veut casser les symboles du capitalisme en brisant des vitrines de McDonald's, des concessionnaires automobiles, la vache sacrée de l'Occident contemporain. Les murs ont des oreilles, mais leurs oreilles ont des murs. Nous sommes ici dans une critique de la bourgeoisie, et en particulier l'esprit petit bourgeois, selon les termes de langue de bois du Parti communiste, le parti léniniste trotskiste en particulier. Nous sommes face à une incompréhension d'une autre époque. Le général est déjà âgé, et il a près de 76 ans, et aussi fleurit le slogan « 10 ans, ça suffit ». 10 ans avec la même personne. Les bourgeois, ce sont ceux qui empêchent la révolution, ce sont ceux qui empêchent la gaieté. Nous ne voulons pas d'une France où nous avons l'assurance du confort, car le risque de s'ennuyer. La révolution doit être anti-bourgeoise, puisque la bourgeoisie est contre-révolutionnaire, c'est l'ennui, et la société ne peut pas être heureuse. L'argent ne fait pas le bonheur. Autre slogan intéressant, la chien-lit, c'est lui. Il s'agit d'un retournement de l'expression de De Gaulle le 19 mai. C'est lui qui l'a dit qu'il est, donc puéril, un peu enfantin. Mais derrière ce slogan, on retrouve la volonté générale contre celle du général, mais aussi la volonté de s'opposer à toute forme d'autorité. CRS, SS, c'est de la même veine. Les CRS hors de l'université, nous ne voulons pas de l'État policier. Et puis, tout ce qui va s'en suivre, c'est-à-dire les propositions de De Gaulle d'organiser des élections. Élections piège à con, le fameux slogan de l'époque. Également, sois jeune et tais-toi. C'est-à-dire que si tu es jeune, tu n'as pas ton mot à dire. Sinon, votez. Et votez pour qui? Votez pour De Gaulle. Enfin, nous ne sommes pas amoureux d'une courbe de croissance, c'est-à-dire, encore une fois, l'argent ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas parce que les 30 glorieuses ont connu des taux records de revenus, de croissance économique, que les différentes classes sociales sont plus heureuses. Les jeunes
éprouve un grand malaise face à cette société sclérosée, cette société trop autoritaire qu'il souhaite changer. Ces jeunes, ce sont ceux des années 1960, et vous voyez derrière moi l'un des symboles de ces années, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday qui nous a quittés, mais qui reste un symbole des années yéyé, comme beaucoup d'autres de l'époque. La jeunesse a ses émissions, Salut les copains, a ses propres journaux, et elle se revendique comme une entité qui compte à présent et qui va changer la société. Sur le plan religieux, c'est l'époque du fameux concile de Vatican II qui donne ses résultats en juillet 1968, au lendemain de la fin des événements français. Ce concile de Vatican II, guidé par Benoît VI, est absolument révolutionnaire, non pas au sens communiste, mais au sens propre. Même s'il condamne la contraception ou évidemment l'avortement, malgré tout, c'est beaucoup de changements qui vont intervenir dans les années qui suivent l'adoption du Concile de Vatican II. La communauté de Thésée, ces fameux frères qui décident de se réunir avec des sœurs, à 40 000 personnes chaque année dans ce petit village qui compte que quelques dizaines d'habitants. Thésée va ouvrir également des communautés dans le reste du monde. À l'image du Christ, il se rapproche des pauvres. Les scouts de France connaissent également une évolution 68arde du fait que la hiérarchie militaire est abolie pour plus de conciliation, de décision collective. Nous avons également, sur le plan religieux, les prêtres ouvriers qui sont à présent reconnus et non plus condamnés par Rome. Il y a également la question du mariage des prêtres qui revient de la part de prêtres eux-mêmes, de la part de nombreux fidèles, et les fidèles n'hésitent pas à rechercher cette remise en cause des dogmes trop rigides et qui ne sont pas adaptés à la société qu'ils recherchent. La libération sexuelle est un grand thème de l'époque, mais pas seulement de mai 68, c'est le grand thème du début des années 1970. Les mouvements hippies mènent la danse avec cette conception de l'amour que l'on dit libre pour le plaisir. Et c'est dans ce cadre que beaucoup d'artistes vont pouvoir s'exprimer. Sans cette révolution sexuelle, la chanson de Serge Gainsbourg, 1969, année érotique, n'aurait pas pu voir le jour et n'aurait pas pu être tolérée dans la société. Alors cette révolution sexuelle, ça n'est pas seulement une question sexuelle, c'est aussi une question de rapport beaucoup plus léger entre hommes et femmes. C'est le mouvement de la libération des femmes, la fameuse création du MLF en 1970, avec les premières manifestations, qui obtiendra le droit à l'avortement en 1975, puisque cette proposition législative a été défendue par Simone Veil. Les femmes ont des slogans également créatifs. Les femmes, c'est comme les pavés, à force de marcher dessus, on en reçoit sur la gueule. Ou alors, de façon plus classe sociale, qu'est-ce qui est plus long à cuire, le steak d'un ouvrier ou le steak d'un bourgeois, Ou alors encore, la violence décidée, la violence contrôlée qui n'est pas acceptée par les femmes, c'est-à-dire l'avortement. Nous avons également des conséquences directes de ces années 68 à travers l'éducation nationale. Les conseils de classe vont faire rentrer de nouveaux partenaires, à savoir les parents, des représentants des lycéens eux-mêmes, et également plus de collégialité, plus de participation à travers l'éducation nationale. Le modèle du professeur qui dicte et des élèves qui écrivent va progressivement évoluer pour plus de
liberté et d'autonomie des lycéens et des étudiants à l'université. On ne veut plus de cette vieille université, comme on dit, celle qui existe depuis 1150, depuis le XIIe siècle. Cette université parisienne va être abolie puisqu'elle va être divisée en 13 entités, les fameuses 13 universités parisiennes, même si le système français de sélection par les grandes écoles perdure. Nous sommes encore en mai 68 à une période où la majorité des lycées et des collèges ne sont pas mixtes. Et parmi les revendications des lycéens et des étudiants, c'est justement d'avoir des lycées et collèges et universités mixtes, mais aussi le droit de rendre visite sur les campus aux blocs, aux cités universitaires féminines. Et jusqu'en mai 68, les femmes n'ont pas le droit de porter de pantalon dans ces endroits d'enseignement. La loi sera abolie bien plus tard, mais les mœurs vont précéder avec l'adoption de pantalons, comme le font les hippies déjà, et comme on le fait dans beaucoup d'autres endroits. C'est aussi une époque où s'affirme l'anti-nucléaire, à la fois militaire parce qu'on s'oppose au nucléaire et donc à l'armée, et puis directement à De Gaulle, un militaire au pouvoir, mais aussi une société écologique. Alors l'écologisme de Brice Lalonde qui était dans le quartier latin au moment des barricades, la création de communautés, des communautés de rapprochement, parfois amour libre, parfois simplement communautarisme, où les enfants, les adultes vivent ensemble. Je cite la communauté du Larzac, basée sur une philosophie non violente, s'illustre José Bové, qui va dériver vers l'anticonsumérisme, l'anticapitalisme contemporain. La mondialisation est un fait dont il faut tenir compte. Les influences de mai 68 vont également conduire à la création d'institutions humanitaires. Je peux citer les Médecins sans frontières avec Radoman, avec Bernard Kouchner, qui vont marquer durablement ces années. Le cinéma ne faillit pas à cette influence 68arde. Le mois de mai a lieu le Festival de Cannes chaque année. Or, en mai 1968, le festival ne fonctionne pas comme on l'aurait souhaité, avec Godard, Louis Malle, Polanski. Le festival est bloqué. Il n'y aura pas de prix distribué. Alors tous ces cinéastes, et d'autres encore, vont donner une influence importante sur la façon de réaliser des films, sur les thèmes d'inspiration. L'illustration derrière moi, c'est tout simplement celle du film de Louis Malle, Milou en mai. Mai 68. Et Milou, c'est Michel Piccoli, clin d'œil intéressant puisque celui-ci allait au-devant des manifestants dans le quartier latin. De nombreuses illustrations de mai 68 se retrouvent également à travers la chanson. Prenez les textes de Georges Brassens, Léo Ferré, Michel Fugain et j'en passe. Une littérature foisonnante a vu le jour sur ces événements de mai 1968 que l'on continue toujours à essayer de comprendre, à analyser. Rien qu'en octobre 1968, on comptait déjà plus de 130 ouvrages sur ces événements. Nous arrivons au bout de ce survol de mai 68. Il a été interprété par certains comme une manifestation étudiante contre l'autorité et l'autoritarisme, à la fois familial, c'est-à-dire le père de famille, mais également politique, le président ou les empires. Il a été perçu également comme d'abord un relâchement des mœurs vers plus d'autonomie et plus de recherche du bonheur, c'est-à-dire l'individu au centre des préoccupations et non plus le devoir envers la patrie notamment. Certains ont interprété les événements de mai 68 comme d'abord l'avènement de revendications ouvrières sur le plan politique. Quoi qu'il en soit, ces événements de mai 1968 sont d'abord et avant tout les ferments de l'individualisme post-moderne. Je vous remercie, au revoir et à bientôt.